Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors oui, le bull market a continué ces derniers mois. On a l'impression même que la crise bancaire est derrière nous. On observe cependant en France une dissonance profonde entre les images de violence des émeutes qui traumatisent une partie du pays et les marchés de l'autre côté qui s'envolent. Alors aujourd'hui, on va aussi parler de l'inflation qui montre quand même des signes de normalisation, ça c'est bien, et surtout des taux d'intérêt qui arriveraient à un top. Et ça, tu le sais sûrement, c'est clé pour les investisseurs pragmatiques. Alors oui, au printemps, la bourse a, il faut dire, réalisé une très belle performance. Du cash a été généré, ça c'est clair, avec un CAC 40 qui reste proche des 7400 points. Quelle belle performance depuis 2020 quand même. Les Américains, eux aussi, performent bien avec un S&P 500 proche des 4500. C'est vraiment très impressionnant dans ce contexte et ça se voit nettement sur l'indice de croissance technologique par excellence, qui est en quelque sorte le maître du game en bourse sur ces dernières années. Oui, je parle du Nasdaq, avec ses 13 800 points. Oui, 13 800, on a l'impression que cet indice ne connaît pas la crise. Alors, dans cette vidéo, on va voir pourquoi ce qui s'est passé côté taux d'intérêt a été décisif dans la reprise de ce bull market. On va voir quels sont les types d'actions qui en profitent le plus et que je recommande. Je te partagerai aussi mon avis sans détour sur ce sujet d'actualité très chaud, des implications économiques en France suite aux émeutes. Je te dirai bien sûr ce que j'anticipe pour cet été pour la bourse. Au passage, avant de commencer, abonne-toi, comme ça tu seras tenu au courant de mes dernières vidéos d'actu marché et aussi de mes analyses fondamentales d'actions. Allez, c'est parti, on commence avec l'inflation. Donc oui, après cette vague d'inflation de l'an dernier à plus de 10%, ça continue à se normaliser. On revient vers 4% aux États-Unis, 6% en Europe et devine quoi ? Christine et Jérôme, ils sont toujours pas contents. Donc oui, Christine Lagarde à la BCE et Jérôme Powell à la Fed, ils ont fait déjà une grosse partie du taf, ça c'est sûr. Surtout aux États-Unis. Les taux, ils sont bien plus hauts, avec plus de 5%, mais ça leur suffit pas. Ils nous annoncent encore 2 montées de taux supplémentaires côté USA et potentiellement 4 à venir en Europe. Donc oui, on a vraiment le sentiment qu'ils veulent tuer le dragon inflation rapidement. C'est leur top priorité, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et oui, ça va avoir un impact sur le marché, c'est certain. Donc si on fait des petits calculs, ça nous ferait 5,25% plus 2 fois 0,25, on aurait 5,75% de taux d'intérêt, de taux directeur en septembre aux États-Unis. Et je suis convaincu, comme l'a dit Powell, que ça serait suffisant pour ramener l'inflation à 2%. Bien sûr, c'est data dépendant, donc si l'inflation ressurgit, là, il y aura des trucs à faire. Donc ici, on peut anticiper que si on en croit Jérôme Powell, que le plus haut de taux d'intérêt serait à 5,75% en septembre. Alors bien sûr, si on regarde du côté marché, est-ce que les traders ou pas de taux, ils sont en accord avec ce que dit Jérôme? Si on regarde les taux futurs, on voit qu'ils sont plutôt indécis sur la deuxième montée de taux. Donc, il le croit à moitié, Jérôme Powell. Surtout, ce qu'on voit, c'est que là, il y a une question à laquelle il y a une grande indécision derrière. C'est combien de temps les taux vont rester à ces niveaux. Parce que monter les taux, on pourrait dire que ça ralentit l'économie, ça abîme l'économie. Mais les conserver aussi longtemps, ça a un impact. Et là, il y a vraiment débat. C'est-à-dire que sur le marché action, on a l'impression que ça ne va pas durer longtemps, si on essaie d'un peu d'analyser le pricing des taux via les actions. Par contre, quand on regarde les futurs sur les taux, on a l'impression qu'on a un pivot dans pas longtemps, peut-être septembre, peut-être octobre. Et du coup, c'est des visions qui à un moment, vont devoir recoller à la réalité. Et c'est là, en fait, où en l'absence d'événements graves, imprévisibles, qui exigeraient une action immédiate, comme on l'a vu avec la crise bancaire éclair en ce début d'année. Alors ici, on prend un scénario, celui qu'on prend actuellement, c'est mon scénario de base. Quand on regarde l'inflation core, donc l'inflation, si tu veux, fondamentale, qui impacte concrètement les citoyens dans leurs dépenses de tous les jours, on voit que si on conservait les taux pendant 12 mois, donc des taux à plus de 5% en Europe et aux États-Unis pendant 1 an, là, on peut vraiment faire retomber cette inflation core en dessous de la target des 2%, de la faire revenir, la normaliser. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre potentiellement 12 mois après la fin de la montée de taux. Donc, aux États-Unis, si c'est 5,75% en septembre 2023, septembre 2024. Donc potentiellement, on a devant nous plus d'1 an avec des taux plus de 5%. Et ça, les marchés l'ont pas totalement pricé. Alors après, si on fait un petit focus sur l'Europe, en zone euro, le constat de Christine Lagarde, il est plus sombre. Elle est inquiète. Là, elle a fait une dernière conférence de presse il y a quelques jours où elle parle d'inquiétude. C'est marrant parce qu'il
il y a 6 mois, elle se disait confiante. Là, elle commence à être inquiète. On a toujours une inflation à 6%, mais on a surtout 15% sur l'alimentaire. Et cette inflation corps qui baisse pas assez. Ce qui veut dire que Christine Lagarde est inquiète, c'est qu'elle va encore se remonter les manches et elle va encore monter les taux. Et potentiellement, qu'elle laisse deviner ce qu'on peut honnêtement penser en écoutant ce discours et en regardant un peu ce qui est pricé sur les futurs, c'est 4 montées de taux en zone euro d'ici la fin de l'année. On serait donc en janvier 2024 avec plus de 5% de taux d'intérêt, taux directeur en Europe. Je te laisse imaginer ce que ça serait peut-être sur des durations plus longues, donc sur des obligations de 20-30 ans. Sur du 20 ans, on pourrait être à 6% potentiellement. Et financer pour la France à 6%, c'est un peu chaud. Même, regarde, pour ceux qui veulent acheter un bien immobilier à 6%, c'est pas la même. Donc clairement, là, on voit la volonté des banquiers centraux d'en finir avec l'inflation pour pas la laisser s'instaurer, parce que l'inflation, faut se souvenir, c'est une vitesse d'augmentation des prix. C'est-à-dire que lorsque ils vont refaire tomber l'inflation, à un moment, ça va arriver à 2%, ça va juste arrêter l'augmentation. Une inflation qui revient à 2%, c'est juste l'accélération, c'est arrêté l'augmentation des prix. Et ce qui fait que aujourd'hui, les banquiers centraux, ils sont prêts à ralentir davantage l'économie pour lutter davantage contre l'inflation. Donc on voit où sont leurs priorités. C'est clairement leur job de faire ça. Il n'y a rien à leur reprocher là-dessus. Peut-être qu'ils auraient pu s'y prendre plus tôt en Europe. Voilà, il y a peut-être un petit débat là-dessus, mais là, ils font leur taf. Par contre, derrière, on va avoir des pays surendettés comme la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et j'en passe, qui vont avoir beaucoup de mal à refinancer leurs dettes. Et si cette situation dure, plus ça va durer, plus les États vont renouveler des dettes avec des taux d'intérêt plus élevés et qui vont accroître la proportion d'intérêt dans le budget des États et donc accroître aussi les déficits et mécaniquement réduire le niveau de service public derrière. Ça va avoir un impact sur les gens parce que quand l'État a moins de budget, il faut qu'il aille chercher de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? En général, il y a une augmentation des impôts aussi qui vient derrière. Donc oui, déjà ces informations sur les taux, de comment on voit la situation, ça nous donne des perspectives. Et oui, si on vient au marché, alors pour la bourse, le S&P 500, l'Eurostoxx 50, le CAC 40, on l'a vu, le printemps, ça a été un bull market symptomatique. On voit un retour en force. C'est comme si on reprenait un bull market d'avant les montées de taux. Donc oui, ça fait plaisir parce que on voit que ceux qui ont parié sur la croissance, là, ça paye. Alors, est-ce que ça va continuer? C'est ça la grande question parce que on est à un moment clé là. On est en juillet. Qu'est-ce qui se passe en juillet sur les marchés? Ce sont les publications de résultats semi-annuels. Les entreprises, elles arrêtent en gros leurs chiffres entre le 1er janvier et fin juin et elles publient leurs résultats. Et après, c'est à nous, investisseurs pragmatiques, de se dire est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, est-ce que les bénéfices sont en croissance, est-ce qu'il y a des problèmes de cash, etc. Alors moi, je m'attends à de bons résultats pour les grandes capitalisations. Après, quand on regarde dans le détail, on voit quand même qu'il y a une baisse sur les volumes de vente. Et je m'attends à cette baisse, on l'a vu dans le Q1, on commence à le voir dans celles qui ont publié un peu Q2. Là, je pense que cette tendance va se confirmer. On a un point d'inquiétude et le spectre d'une récession plus profonde qui pourrait être là aussi. Mais qui touche pas clairement tout le monde pareil. Politiquement, ok, les dirigeants en parlent pas trop, mais il y a une baisse des volumes, mais il y a aussi une augmentation des prix. Donc, c'est de savoir, est-ce que ton entreprise, elle fait plus de chiffre d'affaires en augmentant ses prix malgré qu'il manque de volume? C'est ça un peu là, ce qu'il faut regarder dans les publications qui arrivent. Et oui, une augmentation de chiffre d'affaires qui est tirée que par les prix uniquement, c'est dans la continuité d'un cycle de forte inflation. C'est ce qui se passe. Voilà, les prix d'abord augmentent sur l'énergie, les prix augmentent sur les biens manufacturés, puis sur l'alimentaire, en même temps sur certains business, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a moins de clients qui achètent, et les clients qui achètent, ils achètent plus cher. Et ce type de contexte, on va pas se le cacher, c'est difficile pour une majorité d'entreprises. Et on peut même voir là une forme d'injustice parce que ça va renforcer les plus forts. Parce que dans ces conditions de marché qui peuvent être terribles pour les petites, elles ont, les petites entreprises et moyennes entreprises, moins de moyens en 2023 pour se financer, pour se refinancer, pour investir. Et tout ça, encore une fois, ça vient des taux. C'est pas pour rien que je te parle des taux sans arrêt. C'est parce que, avec des taux à plus de 5% anticipés en zone euro, plus de 5%, voire 5,75, proche de 6% aux US pour la fin de l'année, quand tu as une entreprise qui essaie de se financer, qui a un profil, correct, elle va se financer à 6-7%. Quand tu es une moyenne entreprise, tu n'as pas encore fait tes preuves, ou tu traverses même une année difficile, va te faire financer à 9%. C'est pas facile. Ça veut dire que potentiellement, ta banque, elle va dire non. Peut-être avec raison en termes de risque, parce qu'elle ne te verrait pas passer les 2 ans. Donc oui, il y a des entrepreneurs de PME, ils vont faire faillite. En France, il y aura potentiellement
des licenciements en série, en Europe aussi, aux États-Unis aussi. Donc oui, moi je m'attends à un chômage qui serait plus en hausse d'ici 6 mois. Oui, je m'attends que mécaniquement, d'ici 6 mois, on ait des gens sur le marché du travail qui arrivent. Alors, est-ce que le marché serait liquide pour que ces gens retrouvent tout de suite un emploi, donc que ça soit un chômage de courte durée? Ça, c'est possible parce que derrière, on a des niches qui sont en croissance. On a des niches sur l'IA, sur le digital, sur les semi-conducteurs, sur la tech, sur l'industrie du luxe. Il y a plein d'industries quand même qui se portent bien. Donc, on pourrait voir une sorte d'élasticité sur ce marché du travail. Donc, des gens qui perdent leur travail et qui en retrouvent, c'est quelque chose qui est possible. Après, si vraiment il y a une récession qui est profonde, qui est généralisée, là, on pourrait voir s'accumuler des demandeurs d'emploi et le nombre de faillites qui exploserait. Et ça serait vraiment un scénario dramatique. Là, je ne le vois pas arriver, ce scénario dramatique, parce que en fait, si on nuance, si on regarde dans l'ensemble, il y a des industries qui vont peiner, genre l'industrie bancaire, entre autres, et des industries qui arrivent quand même à faire de bons résultats, et je ne les vois pas licencier. Quand tu fais plus de chiffres et que tu es en croissance, normalement, tu ne licencies pas. Donc voilà, on sort d'une période de quoi qu'il en coûte, souvenez-vous de ce qu'avait annoncé Macron, avec des entreprises qui sont sous perfusion de cash, en tout cas qui l'étaient jusqu'à fin 2022, et là, maintenant, en 2023, l'heure de l'addition arrive, et on va pas se le cacher, elle va être salée, parce que là, on va payer 2020, 2021, 2022. Ça va faire mal. Sachant qu'il y a quand même des entreprises comme Uber, qu'on appelle les Uber-like, qui pensent qu'elles vont continuer en diluant leur nombre d'actions en circulation à se financer. Voilà, il y a différentes façons de se financer. Il y en a qui émettent plus d'actions. C'est une façon détournée de prendre l'argent à l'actionnaire. Mais voilà, tu as des entreprises sans bénéfice depuis leur création, c'est-à-dire qu'elles demandent du cash, qu'elles crament du cash. Donc c'est pour ça que je suis très pessimiste sur pas mal de boîtes, des mid-cap tech notamment, des fine tech même, qui depuis 10-5 ans, elles n'ont toujours pas atteint un seuil de rentabilité. Et tous les 2 ans, elles annoncent qu'elles vont y arriver, elles n'y arrivent pas. Et il y a un moment où quand l'argent est pas cher, peut-être qu'il y en a qui peuvent remettre au pot. Mais là, avec un financement de certaines boîtes à 9%, voire 10% pour certaines, on ne peut pas accepter que tous les trimestres, il y ait des boîtes qui crament une somme colossale de cash. Donc maintenant, on rentre clairement dans une phase de sélection naturelle, de sélection économique de ces entreprises. Et il y a pas mal d'entreprises mid-cap qui vont souffrir, des small-cap qui vont prendre très cher, et d'autres qui arriveront à se financer, qui arriveront par leur génération de cash, parce qu'elles seront suffisamment matures pour s'autofinancer, à garder la tête hors de l'eau et à avoir un peu le premium du survivant. Donc là, je pense qu'on va avoir différents types de profils d'entreprises, et les entreprises qui s'en sortiront auront clairement le premium du survivant et seront potentiellement surachetées, surévaluées par rapport à ce qu'elles valent vraiment. Donc voilà, comment on peut voir ça de près? Moi, ce que je regarde, c'est les cash flows trimestre après trimestre, donc l'argent qui rentre concrètement dans ces boîtes-là, en Asie, en Chine, aux États-Unis. Je regarde ça pour l'Europe, très attentivement pour la France, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un CAC 40 qui brille. On a Air Liquide, ST Microelectronics, LVMH, Schneider Electric et autres qui continuent à tirer le CAC 40 vers le haut. Et ce qui est dingue, c'est que on a ces fleurons français qui arrivent à briller en Europe. C'est-à-dire que ce qui fait monter l'Eurostoxx, c'est les françaises, c'est les valeurs françaises aujourd'hui. On voit quand même qu'en France, on a des grandes entreprises de qualité où l'État n'a pas trop de prise dessus. On voit qu'elles performent bien. Quand on les laisse tranquilles, qu'il n'y a pas trop d'ingérence, de centralisation, d'administratif à excès. Quand elles arrivent à montrer ce qu'elles ont dans leur trip, les Françaises arrivent à dominer le game. Voilà, là on arrive au point où, en France, on a vraiment une dissonance sur les marchés, sur le CAC 40 notamment. On a des grandes capitalisations qui arrivent, on a l'impression que devant nous, c'est une belle croissance. De l'autre, on a un tissu d'entreprises, de moyennes entreprises et de petites entreprises, où c'est vraiment la merde, où on sent même que ça va s'empirer, que ça va être dur. On voit aussi que sur le marché immobilier, des taux plus hauts, ne croyez pas que ça va être le bull market sur l'immobilier. Moi, je ne le vois pas arriver, je peux me tromper. Après, là, j'ai encore plus de raisons que je ne vois pas comment quelqu'un qui voudrait financer normalement son bien peut faire avec moins 30% de pouvoir d'achat net vendeur. Je vois qu'on rentre dans une période où on a d'un côté une France qui brûle, avec un CAC 40 à 7400 points. Donc oui, en plus, c'est encore mieux avec les dividendes investis, on est à 22-23 000. Je comprendrais que tu me dises, toi, Guy Storm, de ta petite île à Bali, si tu vois ça de très loin, tu vois pas ce qui se passe en France. C'est possible. Il y a toujours le côté, l'effet buzz, quand tu es loin à distance. Même quand je vivais à New York, je voyais qu'il y avait des attentats, des problèmes en France. Je me disais, mais il se passe quoi vraiment? Est-ce que Paris est assiégé ou pas? Et au final, non, Paris n'était pas assiégé. Il y a eu des problèmes très graves, etc. Mais voilà, et donc là, quand on regarde ce qui se passe, de loin, donc avec mes propres biais, j'en suis conscient, je peux me tromper et être influencé. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France,
après les gilets jaunes, les grèves, la réforme des retraites qui a été une catastrophe, ça a été un fiasco. C'est même pas financé à terme, quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, là, on est passé à un niveau de violence avec les émeutes depuis que ce jeune homme a été tué. Je pense que là, ce qui se passe, c'est symptomatique de nombreux problèmes de fond en France. Et ce n'est pas des problèmes qu'on découvre, encore une fois. C'est des problèmes qui sont là depuis des décennies, notamment sur l'intégration, notamment sur les cas de la violence extrême qu'on a. On a une absence de solutions long terme, notamment dans pas mal de quartiers. On reste en France sur des annonces court terme. Ça vient du côté aussi, je pense, politique, du fait que nos dirigeants regardent avec une échéance qui est court terme. Donc c'est beaucoup plus simple d'arroser. Ok, des moyens financiers, il y en a eu beaucoup. Et clairement, sur des décennies, on voit que mettre dépenser 30 milliards par an, faire des plans Borloo, construire plus de bâtis. Alors il y a des bonnes choses qui ont été faites. C'est sûr que le minimum, c'est quand même de mettre de l'argent, mais il y a un problème réel de responsabilité politique là-dessus, parce que tout est instrumentalisé. Quand tu entends n'importe qui, n'importe quel bord politique, que ce soit droite, gauche, centre, ce que tu veux, tu as de l'instrumentalisation. Tout le monde va essayer d'utiliser de leur prisme, comment ils pourraient utiliser ce qui se passe pour gagner en électorat ou ce que tu veux. Donc là, aujourd'hui, tu en as très peu qui vont vraiment te parler de solutions sur le long terme. Parce que la majorité, si tu les écoutes, ils vont te faire des plans d'urgence et s'émouvoir et pas trouver de solution sur le long terme. Et ça, moi je verrais ça sur une entreprise que je devrais acheter, j'aurais peur. Sur une entreprise, on aime bien investir sur des dirigeants, des stratégies qui planifient sur le long terme. Et pas juste de vendre un actif, hop, on génère un petit cash flow sur 6 mois, et c'est bon. Non, tu veux pas une boîte comme Orange qui, pour faire du cash, va vendre ses actifs. Tu veux pas de ça. Tu veux des boîtes qui vont investir comme Air Liquide, sur le long terme, comme LVMH. Tu veux pas du Orange. Tu veux du LVMH. Et clairement, on le voit dans la gestion des déficits, de l'économie, des dettes, de la crise de l'énergie. Mais on le voit encore plus avec les émeutes. On a comme une minorité de gamins, parce que faut pas généraliser. Tu as un effet d'aubaine. C'est quelques gamins qui profitent de l'effet d'aubaine pour aller piller. Ceux qui vont prendre des iPhones, des écrans plats et qui vont faire des tentatives d'assassinat. Je pense pas que ça soit vraiment la mort de ce jeune garçon. Je pense qu'il y en a qui profitent d'un effet d'aubaine aussi. Bien sûr, sur les marchés, là, il n'y a pas d'impact. Il n'y aura aucun effet sur le CAC 40. Vraiment, à moins que... Pour qu'il y ait un effet, il faudrait quoi ? Il faudrait vraiment que ça arrête, je sais pas, l'activité, que les gens puissent plus aller au travail. Vraiment que ça passe vraiment à un niveau au-dessus. Là, si tu as un blocage de l'activité, oui, des boîtes comme Total Energy, ça peut être impacté parce qu'il y aura moins de pétrole consommé. Si tu commences à casser la consommation, les gens ne peuvent plus rentrer dans le magasin, les distributeurs, ils peuvent être impactés. Après, voilà, aujourd'hui, les riches continuent à acheter du luxe, donc LVMH va bien. Mais par contre, le tissu social et économique que ça détruit, c'est la moitié des petits commerçants là, qui ont eu leur boutique fracassée, ils vont souffrir financièrement. Et quand je dis souffrir financièrement, c'est que il n'y en a que la moitié qui sont assurés en perte d'activité. Donc ça représente 47% qui vont se retrouver, c'est juste mort leur business, ils peuvent dire adieu et du coup ça fait moins de business encore dans ces quartiers. Donc voilà, Darmanin, Bruno Le Maire, Macron, ils sont bien gentils, ils peuvent taper du poing, annoncer des grands plans d'urgence pour mettre un gros pansement sur la table pour reconstruire, mais c'est juste que ça va être très compliqué pour les gens qui sont déjà dans les quartiers de s'en sortir, parce que oui, tu as des écoles, tu as des stades, des médiathèques qui ont été brûlés, ça va coûter des centaines de millions, et là on est sur des estimations de 300 millions de biens publics, potentiellement on est sur l'ordre du milliard sur les dégâts du privé, et je crois bien que c'est un record, Je crois que c'était 250 millions en 2005 le coût des dernières émeutes. Donc oui, ils vont punir ceux qui vont arriver à attraper qui détruisent, donc la partie qui détruit. Après, moi, vu de l'extérieur, là, depuis Bali, New York ou ce que tu veux, pour un investisseur, ça fait peur. Imagine, mets-toi dans la peau d'un investisseur. Tu as envie de lancer une industrie en Europe. Tu la mets en Allemagne, tu la mets en France, t'hésites. Tu vois ce genre de truc. Est-ce que tu as envie de prendre le risque que ton usine elle se fasse brûler, que tu n'es même pas sûr de revoir ton investissement, quoi. En vrai, moi, je comprends que ça peut faire peur la France sur pas mal de points, parce que, en plus, le risque, c'est si ça dure. Imagine, là, on est aux JO, aux Jeux Olympiques, là, l'an prochain. Imagine la honte internationale d'une France qui n'arrive pas à contrôler certains quartiers, où la police ne va plus.
Et là, un clash, un affrontement entre la partie, donc la sous-partie de délinquants et les forces de police, ça serait terrible. Et il ne faut pas se faire d'illusions parce que donc la partie violente qui est une minorité, si ceux-là, à ce moment-là, ils explosent, là, ça prendra une autre dimension avec un projecteur international. Donc déjà aujourd'hui, quand on regarde les vidéos des jeunes là sur TikTok, on a l'impression qu'ils font une compétition de la destruction, comme dans un jeu vidéo, comme si c'était Fortnite sur le territoire français, ça fait peur. En vrai, je serais parent aujourd'hui, j'aurais un fils comme ça, j'aurais honte. En plus, je vois que c'est des garçons, c'est des jeunes garçons qui font ça. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas la portée de leur acte. Et franchement, moi, si je devais simplement dire, voilà, la meilleure solution pour s'en sortir aujourd'hui, c'est pas de casser, c'est de construire. Et comment tu construis ? Le bon moyen pour s'en sortir, c'est t'avances sur le court terme chaque jour. C'est-à-dire que tu construis des compétences. Tu vas apprendre des choses qui sont utiles. Tu augmentes ta valeur. Tu t'apprends un métier. Tu fais un peu d'argent, puis potentiellement beaucoup. Tu t'investis un peu de côté. Donc oui, la vraie solution, c'est construire en augmentant sa valeur individuelle et pas en détruisant la valeur des autres parce que tu te condamnes en faisant ça. Tu condamnes tous ceux qui essaient de s'en sortir, qui vont avoir encore moins de chances de s'en sortir. Donc voilà, cette situation, elle est triste, mais c'est comme ça depuis 40 ans. Là, c'est une étincelle, mais voilà, encore une fois, là, je t'ai partagé mon avis personnel, je peux me tromper. Vraiment, tout ce que je dis, ça va appeler beaucoup de nuances. Aussi, je ne suis pas un expert en politique du tout. Donc voilà, on va essayer quand même de finir sur notre positive, côté action. N'hésite pas à me donner des noms d'actions d'entreprise qui t'intéressent, parce que là, j'ai envie de faire un peu plus de vidéos d'analyse fondamentale en ce moment, donc potentiellement là, tous les 2 jours pour le mois de juillet. Donc voilà, j'ai publié une vidéo là sur l'action Ruby, le fournisseur d'énergie français et d'équipements. Je sais que c'est une action qui est sous-cotée, sous certaines conditions, elle pourrait vraiment être très intéressante pour investir, en tout cas pour un portefeuille de dividendes long terme à minima. Après voilà, je te mets la vidéo ici, je te laisse te faire ton propre avis. Toi aussi qui me regardes, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, comme ça tu peux bénéficier de mes prochaines analyses fondamentales sur action. Je suis sûr que ça va te plaire. Et au passage, donne-moi ton plus gros like, ça aide énormément cette chaîne à se développer. Voilà, n'hésite pas en commentaire à me donner les idées d'action qui t'intéressent ou simplement à me donner ton avis sur ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, les taux, les marchés, l'inflation, les émeutes en France, ce que tu veux. Tu sais bien, personne à la science infuse, les avis contradictoires, c'est bénéfique, le débat, ça fait du bien. Voilà, il faut essayer en se respectant bien sûr de débattre un peu. Donc voilà, n'hésite pas, exprime-toi et sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!